J'ai l'honneur de présenter maintenant notre oratrice, Madame Di Porto. Elle travaille au sein de l'Agence juive depuis plus de 30 ans. C'est en Italie qu'elle commença une carrière impressionnante en s'occupant de missions d'Alia, parfois risquées et même sensibles, depuis des pays du Moyen-Orient ou encore d'Afrique du Nord. Passionnée par son travail, Madame Di Porto a acquis au fil des années une expertise qui lui permet de gérer non seulement des situations critiques, mais aussi d'intervenir dans des missions clandestines, voire de sauvetage. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous prie d'accueillir Madame Ariel Di Porto. Bonsoir tout le monde. Écoutez, pour moi, c'est vraiment une grosse émotion d'être là après le 7 octobre. Quand vous savez, on a vraiment eu des événements post-traumatiques et vous voir là avec tout votre soutien pour Israël, pour moi c'est vraiment très émotionnel. Alors tout d'abord, merci beaucoup et merci de m'avoir invité, merci de votre soutien tout d'abord. Donc comme on vous a expliqué, je m'appelle Ariel Di Porto, je suis mère de 2 enfants. J'ai fait mon alia du Maroc. Grandir au Maroc, malgré le soutien du roi pour la communauté juive, n'a pas été une chose très facile. J'ai toujours grandi avec la peur d'être juive, j'ai toujours été la seule juive. Vous savez, être une minorité dans un pays à majorité musulmane n'a jamais été facile. Quand on me demande qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi au Maroc, je dis la peur d'être juive. J'ai vraiment grandi avec une très forte identité juive, avec un très fort amour d'Israël. Toute la famille de mon père a quitté en 64 pour Israël, et il n'y a que mon père qui est resté avec ma mère et ses parents. Et ils ont fait leur alia en 2015. Il y a un événement qui m'a fait décider que je voulais m'occuper d'Alia. En 76, on était venus en Israël, chez mes grands-parents, mon père, ma mère et moi. Et on avait pris un avion d'Air France. On faisait, comme il n'y avait pas de vol direct, on a fait escale à Paris et on a pris le vol pour Tel Aviv. On devait revenir en juillet avec le vol d'Air France. Mais mon père était malade. Donc on avait décidé de repousser notre départ. Et grâce à ça, on a été sauvés parce que c'était le vol d'Entebbe qui avait été déjoué. Et j'étais en Israël quand les otages ont été libérés. J'étais là-bas cette nuit-là, quand tout le monde s'est réveillé, quand on a entendu que les otages avaient été libérés. Et c'est le moment où j'ai décidé, 1, que je voulais faire mon alia, mon immigration en Israël, et 2, que moi aussi je voulais aider à sauver d'autres juifs. Donc en fait, c'est mon histoire, c'est vraiment la réflexion du peuple juif, une juive errante. J'ai 2 enfants, Dan et Noah, très fiers d'eux, ils sont nés en Israël. Mon fils fait partie d'une unité d'élite, et il est réserviste. Le 7 octobre, à midi, il a été parachuté au kibbutz Be'eri et il a fini l'armée il y a 10 jours. Là, je peux dormir, je n'ai pas dormi depuis le 7 octobre, à part tous les événements, mais aussi pour lui. Et là, il est en attente parce qu'en mai, il repart. Donc ça, c'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis directrice du Global Alia Center. Le Global Alia Center est en fait le centre d'Alia de l'agent juive et en fait le centre d'Alia. L'agent juive, supporté par le Keren Hayesod, s'occupe et en fait la voix du peuple juif et des communautés juives en Israël. Elle fait le lien entre les communautés juives et l'État d'Israël. On s'occupe d'Alia. Aujourd'hui, vous avez deux sortes d'Alia. Vous avez l'Alia de choix, les gens qui viennent des pays comme la Suisse, comme la France, et l'Alia de détresse. L'Alia des gens comme l'Ukraine, comme la Russie aujourd'hui ou comme d'autres pays qu'on ne peut pas nommer, qui s'enfuient. L'agent juif a aidé 3,5 millions de nouveaux immigrants à faire leur alia depuis 1948. Vous donnez quelques chiffres. 1,5 million de nouveaux immigrants sont venus de l'ex-USSR. 130 000 de la France, 185 000 des États-Unis, 6 400 de la Suisse, et oui, même la Suisse, 694 000 des pays d'Afrique du Nord, dont la majorité était du Maroc et de l'Irak, 540 de l'Europe de l'Est après la Shoah. Et tout ça fait d'Israël
le pays particulier qu'il est aujourd'hui. L'Aliyah apporte de la prospérité. L'Aliyah fait d'Israël vraiment un melting point. En 2023 et 2022, on a eu une Aliyah si. En 2022, après la guerre avec l'Ukraine, on a eu 76 000 personnes qui ont fait leur Aliyah. En 2023, 46 000 personnes ont fait leur Aliyah du monde entier. Alors que le plus gros chiffre était en 2019, 35 000, donc presque le double. Et moi, je m'occupe d'Aliyah. J'ai le privilège de m'en occuper, parce que c'est vraiment un privilège, c'est une passion. Vous savez, il y a des gens qui sont drogués aux drogues dures. Moi, je suis droguée à l'Aliyah. Rien à faire. Et donc, j'ai commencé, en fait, ma love story avec l'agent juive en Italie. J'ai vécu en Italie 12 ans. Et j'ai commencé là-bas. Et je me suis occupée d'Aliyah de Tunisie, du Yémen, d'Italie, d'Éthiopie aussi, avant l'opération Salomon. Mais, un jour, a tapé à ma porte le président de la communauté juive d'Albanie. Le communisme venait de tomber en Albanie. Il m'a dit, on est 350 juifs et on veut partir. Et avec l'aide de l'Italie, j'ai fait venir, c'était ma première expérience, 350 juifs d'Albanie en Israël, dans les années en 89. Donc aujourd'hui, je m'occupe de toute l'Aliyah. Je dirige le Global Aliyah Center. En fait, qu'est-ce que c'est le Global Aliyah Center? Une personne qui veut ouvrir un dossier d'Aliyah, qui veut des informations sur l'Aliyah, peut nous appeler. On a un call center, on a 52 chiffres verts à l'étranger. Vous pouvez appeler de Suisse, vous pouvez appeler du Venezuela, vous pouvez appeler de partout et on vous répond dans votre langue. Et on s'occupe aussi des dossiers d'Aliyah. On vérifie votre éligibilité à l'Aliyah. Comme vous savez, on travaille selon la loi du retour qui stipule que tout juif ou tout fils de juif ou toute personne mariée à un fils de juif ou tout petit-fils de juif et marié à un petit-fils de juif peut faire son Aliyah. Donc on vérifie les dossiers d'Aliyah. Mais le Global Center, on est aussi la cellule de crise de l'agent juif. Alors je vais vous dire, dans les dernières années, on a seulement eu des crises. On a commencé avec le Covid. Quand tout l'État d'Israël était fermé, les bureaux étaient fermés, les gens travaillaient de chez eux, le Global Center était ouvert. Parce que le gouvernement avait décidé, autant que les Israéliens, les nouveaux immigrants pouvaient rentrer en Israël. Donc on s'est occupé d'Aliyah. Et juste une petite histoire, et on a eu des milliers de personnes qui sont venues. Je vais vous raconter l'histoire de Lucia et d'Anna, deux jeunes filles de 12 ans et de 14 ans, qui habitaient en Espagne, à Madrid. Elles n'ont pas de père, et leur mère décède durant le corona d'un cancer. Et les autorités espagnoles décident de les mettre dans un orphelinat. Comme vous savez, Israël était fermé, il n'y avait pas du tout de vol, et l'Espagne était fermée. Ces jeunes filles avaient de la famille en Israël qui m'a contacté, qui nous ont dit « On est prêts à les prendre, aidez-nous à les faire venir. » Sinon, elles auraient fini dans un orphelinat. En quelques jours, et après avoir eu l'accord de l'État espagnol, parce qu'elles étaient en fait sous la tutelle de l'État de l'Espagne, nous sommes réussis à les faire venir. Toutes les deux aujourd'hui sont en Israël, ça fait 3 ans, elles étudient, et une est déjà rentrée à l'armée. Donc ça, c'est une histoire du Covid. La prochaine crise, c'est comme vous avez vu, 24 février 2022, la guerre d'Ukraine. On a commencé à recevoir 250 000 demandes d'Aliyah à l'agent juif. Au global, on a travaillé 24 heures sur 24. On a aidé juifs et non-juifs qui s'enfuyaient vers Israël à rentrer en Israël en tant que touristes. On a fait communiquer entre les juifs qui se trouvaient en Ukraine et les organisations juives. L'exemple, c'est un monsieur de 94 ans qui nous téléphone dans la nuit et qui nous dit « J'ai plus d'eau, j'ai plus de médecin, j'ai plus de médicaments, j'ai plus de choses à manger. » Et on trouve un volontaire qui va lui apporter. Et quelques mois après, on le fait venir en Israël. Ça, c'est la cellule de crise. Ou une famille d'Ukraine qui, durant la guerre, juste la guerre explose, elle se trouve en Égypte, dans le Sinaï.
Et bien sûr, ils ne veulent pas rentrer en Ukraine. Donc ils nous contactent et nous, on trouve le moyen, grâce aux autorités israéliennes, de leur faire passer la frontière entre Taba et Israël. Vous savez, à l'aéroport de Ben Gurion, tout le monde était habitué à voir des Ukrainiens arriver, mais pas la frontière avec l'Égypte. Des Ukrainiens juifs qui veulent faire leur alia, personne n'a vu ça. Mais on a réussi à les faire sortir, et après on a fait venir leurs parents d'Ukraine. Ça, c'est le Covid. Durant la guerre d'Ukraine, entre le 24 février 2022 et la fin 2023, sont arrivés 76 000 juifs de Russie en alia et 17 000 juifs d'Ukraine. Et ils continuent à venir. La situation n'est pas facile en Russie aussi, et elle continue à ne pas être bonne en Ukraine. La troisième crise, c'est le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, on a été submergé d'appels pour des ouvertures de dossiers. Mais avant tout, étant une cellule de crise, vous savez, comme vous avez vu, l'agent juif a ce qu'on appelle le fonds pour les victimes du terrorisme. C'est un fonds qui distribue des bourses aux gens qui ont été victimes du terrorisme. En général, chaque année, il distribue à 100, 200, mais jamais ils ont dû faire face à des milliers de victimes. Alors, les fonds vont aux personnes qui ont eu quelqu'un de tué, aux personnes qui ont, cette fois, quelqu'un de kidnappé ou de disparu, aux gens qui ont leur appartement qui a été détruit, ils ne peuvent plus y vivre. Donc, à partir du 17 octobre, mon Global Center a aidé le Fonds pour les victimes de la terreur et nous avons répondu à plus de 10 000 demandes au téléphone. Nous avons aidé plus de 8 000 personnes à voir le fonds des victimes de la terreur. Et je vous assure, même si ça n'a pas du tout été facile, parce que on était confrontés à des tragédies humaines, à un génocide. Ce que le Hamas a fait depuis le 7 octobre, c'est un génocide, c'est une deuxième Shoah. Parler à la mère de Itai Regev et Maya Regev, que je suppose que vous connaissez parce qu'ils ont été libérés dans les deux premières, dans les deux premières libérations d'otages. Et entendre sa douleur, c'est incroyable. C'est incroyable, mais pour nous et pour tous mes employés, c'était la façon d'aider l'État d'Israël. Et je voudrais finir avec le Fonds pour les victimes de la terreur avec une histoire. L'histoire de Ben. Ben a fait son alia du Canada il y a quelques années. Et il a fait son service militaire en Israël. Et il venait de finir son service militaire. Et il était à la Nova Party le 7 octobre. Et il était là-bas avec un ami à lui, qui avait fait son service militaire avec lui. Et ils avaient la possibilité de s'enfuir. Mais Ben et son ami, au lieu de s'enfuir, ont décidé d'aider les autres à s'enfuir. Ben a été tué parce qu'il avait décidé d'aider les autres à s'enfuir. Et moi, j'étais en contact avec ses parents qui sont venus du Canada, et j'ai aidé ses parents. Et ça, c'est une des histoires d'héroïsme auxquelles on a dû faire face. Ça, c'est depuis le 7 octobre. Mais, comme je vous ai dit, depuis le 7 octobre, on a vu une explosion de demandes d'Alia. Alors, si c'est de France, on a vu une augmentation de 250% dans les demandes d'Alia. Si c'est des États-Unis, 100% d'augmentation des États-Unis. Si c'est l'Angleterre, une augmentation du 40%. Si c'est l'Afrique du Sud, une augmentation du 20%. Les gens, vous savez, ce sont des pays où les gens, généralement, ont toujours été très proches d'Israël. Quand ils viennent par désir d'être en Israël. Mais en fait, après le 7 octobre et la recrudescence de l'antisémitisme, l'antisémitisme, pour eux, c'est un push factor. Ils ne se sentent plus en sécurité. Ils veulent partir. Et donc, là, on augmente les équipes pour s'occuper de ça. On fait des salons de l'Alia en France, en Angleterre, on en a un la semaine prochaine. En Afrique du Sud, on en a un en début avril. Et on essaye de rassurer les personnes. On essaye de les aider à s'intégrer parce que venir,
n'est pas très facile quand vous êtes dans une situation pareille. Et je voudrais commencer avec la France. En France, on estime qu'on a entre 430 000 et 470 000 juifs qui vivent encore là-bas. Quand vous avez une population musulmane qui est le 12%, qui est entre 10 et 12 millions. En France, comme en Angleterre, il y a un nouvel antisémitisme, c'est l'antisémitisme musulman. Après le 7 octobre, il y a une augmentation de 1000% d'événements antisémites. 1000%, c'est un chiffre incroyable. Après l'attentat de Toulouse en 2012, il y a eu une augmentation de 200%. Après l'attentat de l'Hyper Cacher en 2015, il y a eu une augmentation du 300%. Après le 7 octobre, 1000%. Tous les jours, il y a des actes antisémites. Tous les jours. Je voudrais vous dire qu'en février, on a fait un salon de l'Alia à Paris, Lyon et Marseille, parce qu'on avait beaucoup de demandes. À Paris, on a réussi à le faire. À Lyon, on a été obligé de l'annuler. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des manifestations antisémites devant le salon de l'Alia, et la police française nous a demandé d'annuler. Ça, c'est la réalité en France aujourd'hui. Et je voudrais vous donner 2 histoires. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait notre travail ? Ce sont les histoires. C'est le fait d'aider ces gens-là à faire leur Alia. Je vais parler de 2 événements, 2012 et 2015. Je vais commencer par 2015, l'Hyper Cacher. 4 juifs ont été assassinés à l'Hyper Cacher. Et je voudrais raconter l'histoire de Philippe Saada. Philippe Saada était allé à l'Hyper Cacher pour acheter une challah, du pain pour Shabbat. Et quand il est arrivé, il a tapé parce qu'il était fermé, le rideau était fermé à demi. Et il a tellement tapé fort que le terroriste dedans, qui était déjà dedans, a dit à une des personnes, ouvrez-lui, faites-le rentrer, qu'il ne fasse pas du bruit. À peine rentré, il a été assassiné. Philippe a été assassiné tout simplement parce qu'il voulait acheter des chalotes, parce qu'il voulait être juif, parce qu'il voulait vivre une vie juive. L'agent juif s'est occupé de faire venir les 4 corps en Israël, de les enterrer. Et je me suis occupée personnellement de l'Alia, de la femme de Philippe Saada et de ses enfants. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la famille Sandler, l'attentat de Toulouse en 2012. Samuel et sa femme, Armande, ont perdu leur fils Jonathan, et Gabriel et Arié, leurs 2 petits-enfants, tués à l'attentat de Toulouse. Samuel Sandler est mort il y a 3 semaines. Maintenant, il repose. Il n'a jamais été en paix. Après le 7 octobre, il m'a appelé, il m'a dit « C'est pas possible que des choses pareilles continuent à exister. C'est pas possible. Il faut que je parle partout. Il faut que j'essaye d'expliquer. » Ça, c'est l'histoire de 2 familles qui ont subi un attentat. Samuel est décédé il y a 2 semaines et sa femme a fait son alia il y a 2 semaines après sa mort. L'Angleterre, on a à peu près 200 000 juifs. Et dans un sondage qui a été fait il y a quelques jours, la semaine dernière, la moitié de la communauté juive dit qu'elle ne se sent plus en sécurité en Angleterre et qu'elle voudrait quitter l'Angleterre. Comme j'ai dit, on a une augmentation du 40% des dossiers d'Alia et on fait des salons de l'Alia. Même là-bas, il y a eu une augmentation incroyable. Le dernier trimestre de l'année 2023, une augmentation du 600% dans les actes antisémites. Et je voudrais vous donner l'histoire de la famille Young. Nathaniel Young est mort le 7 octobre. Il était dans ce qu'on appelle l'unité Golani 13 et il a été tué en essayant de défendre l'État d'Israël. J'ai eu le plaisir de m'occuper de ses parents, Chantal et Nick Young, qui ont fait leur alia il y a 1 mois. Ces gens-là ont dit on ne peut plus rester ici. Il faut qu'on fasse notre alia. Et là, je vais aller dans des pays que je ne peux pas nommer. Des pays, vous savez, comme je vous l'ai dit au début, il y a ce qu'on appelle l'alia de choix, des pays du monde en développement, et il y a l'alia de détresse. Qu'est-ce qu'une alia de détresse ? Une alia de détresse, c'est une alia, ce sont les juifs qui sont dans des pays où ils sont en minorité. Vous pouvez vous imaginer, où il y a une majorité qui n'est pas très favorable aux juifs. En détresse, c'est des juifs qui habitent dans des dictatures comme le Venezuela ou comme la Turquie. En détresse, c'est aussi des juifs
il y a des Juifs qui vivent dans des pays qui sont un danger pour Israël. On estime que ces Juifs-là, il y en a 25 000. Et aujourd'hui, plus que jamais, leur situation est très grave. L'Agence juive est la seule organisation qui les lie à Israël. C'est la seule organisation qui informe le gouvernement de ce qui se passe avec eux. Si un Juif est tué dans un de ces pays, c'est nous qui en informons. C'est nous qui faisons leur contact. Et on est tout le temps en train de monitorer leur situation pour voir s'ils sont bien. Et je peux vous dire que dans certains pays, la situation est catastrophique. L'Agence juive s'occupe de leur fournir des passeports, d'organiser des opérations. Je vais vous donner juste une opération qui a été publiée, donc je peux vous la donner. C'est l'opération en 2016 de la sortie des 30 Juifs du Yémen que nous avons organisée. Et grâce à Dieu, nous avons pu les faire sortir. Donc nous leur fournissons des passeports. Nous les faisons venir même à travers des pays ou à travers plusieurs pays quand c'est dangereux. Certains d'entre eux n'ont pas de passeport. Aucun d'eux ne peut vendre, et s'ils ont des propriétés, ils ne peuvent rien prendre avec eux, parce que c'est interdit. Parce que s'ils prennent quelque chose avec eux, c'est un signe qu'ils vont quitter. Et donc on les arrête. Ils ne peuvent pas pratiquer leur religion des fois. Et l'agent juif s'occupe d'eux, les fait venir en Israël, s'occupe de leur intégration. Parce que la majeure partie de ces juifs-là viennent avec une valise, sans rien. Et donc on les met dans des centres d'intégration, comme vous avez vu. Ils resteront 6 mois, 1 an, 2 ans, tant qu'ils n'auront pas une solution. Et après ça, on leur arrange un logement public. Et je vais finir en vous donnant l'histoire de 2 familles, sans nommer le pays, et vous, peut-être pouvez vous l'imaginer. Une des histoires est l'histoire d'une famille, des parents, le couple, leur fille avec le mari et des enfants, et le fils avec la femme. En tout 10 personnes. Ces personnes étaient en danger dans le pays où elles étaient. Et Israël, c'est durant le Covid, tout était fermé. Donc on a décidé de les faire venir dans un pays où on savait qu'ils seraient quand même plus en sécurité, pas tout à fait en sécurité, mais on a pris le risque. Et ils sont arrivés, ils ont été là-bas 10 jours. Après 10 jours, vu que l'État d'Israël était fermé, il n'y avait pas de vol, l'agent juif, pour les sauver, a décidé d'affréter un avion direct et de les faire venir en Israël. Tous les journalistes ont remarqué, parce que c'était la première fois qu'un avion israélien partait de ce pays-là. Donc tout le monde a regardé. Dès que l'avion a décollé, tout le monde savait. Les parents avaient perdu leur fils qui avait essayé de s'échapper de ce pays dans les années 2000, mais il avait été tué par le régime et arrêté. Et pour nous, c'était fermer le cercle en les faisant venir. Et une fois qu'ils étaient au-dessus de Ben Gurion, entendre le pilote qui nous appelle et qui nous dit « Je vous remercie de m'avoir laissé les amener en Israël. Pour moi, c'est une omission totale, complètement. » Et la dernière histoire est une histoire il y a quelques semaines, de familles qui habitent dans un pays en guerre avec Israël, en danger, et qu'on a essayé de faire sortir. Et après beaucoup de péripéties, après beaucoup d'initiatives avec des pays de l'étranger, on a réussi à les faire partir. Ils sont arrivés il y a 2 semaines en Israël, les parents et les 6 enfants. Ça, c'est l'essence de mon travail. Je vais vous dire que j'ai le privilège de faire ce travail. Et je voudrais vous remercier pour votre soutien et pour votre générosité au peuple d'Israël. Je suis vraiment émue aujourd'hui d'être devant vous. Merci à vous. Et je voudrais vous finir par une anecdote. Vous savez, les enfants en Israël, quand ils arrivent en terminale, ils sont emmenés en Pologne pour aller voir les camps de concentration. Et on demande aux parents, avant d'aller, écrivez une lettre à vos enfants concernant le significatif de ça, parce que le premier Shabbat qu'ils font en Pologne, c'est après avoir visité Auschwitz. Et
les grands-parents de mes parents sont tous les deux déportés d'Auschwitz. Toute leur famille est exterminée à Auschwitz, des Juifs de Rome. Et donc, il y avait beaucoup de significatifs. Quand mon fils a été, je lui ai écrit une lettre. Quand ma fille a été, elle me dit, je veux une lettre de Dan. Dan était à l'armée, dans une unité d'élite. Elle me dit, je veux pas une lettre de ta part. Je veux une lettre aussi de Dan. Et Dan a accepté, lui, il parle pas beaucoup. Il a écrit quelques lignes. Et j'ai cette lettre avec moi, parce que je l'ai photocopiée avant, je l'ai lue. Bien sûr, comme une typique mère juive. J'ai pris la lettre, je l'ai photocopiée. Et mon fils a écrit, Noah, quand tu rentreras à Auschwitz et tu verras ce qu'ils nous ont fait, tu comprendras pourquoi je suis là où je suis dans mon service militaire aujourd'hui. Et c'est tellement typique de ce qu'il fait aujourd'hui et de tout ce que ces jeunes font pour l'État d'Israël, que pour moi ça me rappelle chaque fois quelle est l'essence de l'État d'Israël. Pourquoi l'État d'Israël a été créé? Pour sauver ces gens. Et rappelez-vous, qui sauve une âme, c'est comme sauver un monde entier. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci pour votre soutien.